L'Afrique avance, le monde regarde ailleurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce débat qui s'annonce passionnant. L'Afrique avance, c'est notre point de départ. Elle avance par sa jeunesse, par ses entrepreneurs, par ses innovations, par ses richesses aussi et bien sûr par ses ambitions. Et le vocabulaire suit. On ne parle plus tant d'aide au développement, mais plus de partenariat, d'investissement, également de souveraineté économique. Mais ce changement de vocabulaire traduit-il véritablement un changement de regard? Et puis au fond, est-ce une question de perception ou une question de pouvoir? Doit-on changer le regard de l'Afrique? Doit-on changer le récit, le narratif sur l'Afrique? Ou plutôt sa place à la table des décisions? C'est exactement ce dont nous allons parler avec nos intervenants éminents. Il s'agit de Elisabeth Moreno, Ludovic Ngassé, Aïdja Idrissaba et Stanislas Tomavo, que je vous présenterai plus en détail avant leur première prise de parole. Et pour poser les enjeux de ce débat, nous avons la chance d'avoir à nos côtés Christian de Boissieu, professeur émérite d'économie, il ne faut pas que j'oublie les mérites, c'est important, d'économie, à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui va poser les enjeux de ces débats. Je suis Renée Mendy, journaliste fondatrice de Femmes au pluriel et de Mansa Vox. Cher Christian, je vous cède la parole. Merci beaucoup et n'oublie pas émérite, je répète, émérite ça veut dire vieux. Voilà, donc alors en 4 minutes, tu as déjà dit beaucoup de choses René. Le monde regarde ailleurs, c'est vrai parce que le monde est traversé par des chocs géopolitiques énormes, par des guerres. Alors, il y a des chocs en Afrique, mais je veux dire, aujourd'hui, on regarde surtout, au niveau mondial, on regarde l'Ukraine, on regarde le Moyen-Orient, on regarde Gaza, et on oublie un peu l'Afrique. Et on l'oublie tellement que j'ai envie d'employer à propos de l'Afrique ce que le Premier ministre canadien Mark Carney, en janvier à Davos, a dit à propos des puissances intermédiaires. Il a dit les puissances intermédiaires, elles sont souvent au menu et rarement à la table. Eh bien, l'Afrique, elle est souvent au menu et rarement invitée à la table. Et ça, c'est un sujet sur lequel je reviendrai à la fin de mes 3 minutes et quelques qui me restent. Bon, l'Afrique a des atouts. Et quand je regarde la liste des atouts, elle a des problèmes, on y reviendra, mais je voudrais commencer par les atouts. Elle a de la croissance dans un monde qui n'en a pas beaucoup. Elle a de la démographie dans un monde où dans beaucoup de continents, dans beaucoup de pays, la démographie est plutôt déclinante, vieillissement de la population, baisse de la natalité, etc. Elle a des technologies, elle a des industries, elle innove, elle a des talents. Je ne voudrais pas mettre les talents derniers. Moi, je suis frappé, comme tout le monde, je vais souvent en Afrique, comme vous tous, et je suis frappé de la qualité. Je ne suis pas étonné, mais je suis impressionné par la qualité des gens qui sont en face de moi. Alors, une fois qu'on a dit ça, je voudrais faire remarquer la chose suivante. La Chine, aujourd'hui, elle a moins de croissance et surtout, elle a moins de démographie. C'est une partie de son problème. L'Afrique n'est pas comme la Chine. L'Afrique n'est pas comme l'Inde. L'Afrique, elle a des matières premières qu'on a évoquées, cette richesse de matières premières et de métaux rares, matériaux rares, que l'Inde n'a pas. Donc quand vous faites la liste des avantages que j'ai rappelés et que vous demandez quelle est la partie du monde qui cumule tous ces avantages, il n'y en a pas beaucoup. Le continent qui cumule ces avantages, c'est l'Afrique. C'est pour ça que je persiste à penser en 2026 que l'Afrique est le continent du 21e siècle. Alors à partir de là, pour terminer, que faire? Y a des choses à faire du côté africain, mais je n'aurai pas l'impudeur et l'impudence de vous dire ce qu'il faut faire à vous, amis africains. On essaye, nous, en France, de se dépatouiller dans un contexte compliqué. Je n'ai pas de leçon à donner de gouvernance politique, ni de leçon à donner du point de vue de la stabilité politique. Tout le monde a ses problèmes. Par contre, ce qu'on doit faire, nous, pays du Nord, c'est tenir nos engagements, en particulier nos engagements en matière de financement du développement, de financement de la transition écologique
et de gestion de la dette. Aider nos amis africains à gérer leur dette pour éviter que ça soit le goulet d'étranglement. J'ajoute, et j'ai presque fini, que ce qu'il faut que nous fassions, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut, nous, pays du Nord, que nous passions, tu l'as dit, de l'aide au partenariat. Depuis 1 an, on ne parle que de ça. On a parlé de ça à Séville lors de la conférence mondiale sur le financement du développement. On a parlé de ça il y a 1 mois à Nairobi, Africa Forward. Pour l'instant, je ne vois rien de concret. Quand je regarde la déclaration du G7 d'Évian, pas très loin d'ici, si je puis dire, la déclaration du G7 d'Évian sur passer de l'aide au partenariat, les idées sont bonnes. Maintenant, il faut lui donner de la chair. Et dernier point, puisque je disais, l'Afrique est au menu, rarement à la table. Il faut que nous, pays du Nord, on fasse en sorte que l'Afrique ait toute sa place dans la gouvernance mondiale, à la table, au G20, au FMI, à la Banque mondiale, dans tous les organismes internationaux. Merci de votre attention. Merci Christian. Je pense qu'on sera tous d'accord avec toi pour être à cette table des décisions. Je vais vous présenter, si tant est qu'il soit besoin de la présenter, Madame Elisabeth Moreno. Je vous la présente quand même. Elle est présidente du conseil d'administration du Ring Capital et présidente de Ring Africa. Elle a également été ministre en France, chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la diversité et de l'égalité des chances. Son parcours, vous l'aurez compris, croise l'entreprise, l'investissement, le leadership et l'inclusion. Elisabeth, j'ai envie de commencer ces échanges avec la question qui donne le titre à notre débat. L'Afrique avance, le monde regarde ailleurs. Quel est votre diagnostic à cette interrogation ? Merci. Je trouve que... Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de passer ce moment avec vous et de partager ce beau panel avec vous toutes et tous. Je vais être un tout petit peu insolente et je vais vous dire que je trouve que le titre de cette table ronde n'est pas complètement juste en vérité. Parce que quand on dit que l'Afrique avance et que le monde regarde ailleurs, c'est pas tout à fait vrai. En vérité, oui, l'Afrique avance, mais toutes les régions du monde ne regardent pas ailleurs. C'est le regard sur l'Afrique qui est différent. Pendant que certaines régions de la planète regardent l'Afrique à travers ses crises, à travers ses conflits ou à travers les migrations, eh bien d'autres régions voient déjà ce qu'elle est en train de devenir, et je le dis sans optimisme béat, l'un des plus grands moteurs de l'économie mondiale. Et je vais vous partager 3 chiffres qui vont vous montrer comment les choses avancent et comment peut-être le regard que nous avons en Europe peut être biaisé. Le premier chiffre, c'est un chiffre du FMI qui dit que 5 des 10 pays les plus dynamiques économiquement au monde, 5 se trouvent sur le continent africain. Le deuxième chiffre que je voudrais vous partager parle de la croissance économique. Le continent africain, en 2025, atteignait 4,4% de croissance économique, au-dessus de la moyenne mondiale. À titre de comparaison, en Europe, on est à 1,6. En France, on est à 1,6. 4,4 pour le continent africain. Et puis le troisième chiffre que je veux vous partager, Christian l'a abordé un petit peu, un être humain sur 4 d'ici 2050 sera africain. Je m'arrête un instant. La pause était nécessaire. Évidemment que les défis sont nombreux. Et toi, tu ne l'as pas dit, Christian, mais j'ai suffisamment d'amour pour ce continent. Quand on aime, on doit dire ce qui va, mais on doit dire aussi ce qui ne va pas. Quand je vous parle de croissance, quand je pense au Congo, le Congo est à 5,5% de croissance. Combien de pays sur la planète sont à ce niveau de croissance? Mais si on regarde les 54 pays du continent et qu'on ne parle pas des défis auxquels ils sont confrontés, on ne serait pas juste dans l'analyse.
Et vous les connaissez, ces différents défis. C'est les défis de gouvernance, de dette, d'emploi des jeunes, de changement climatique, de conflits armés, etc. etc. Ce n'est pas parce qu'on ne parle que de l'Ukraine et de la Russie et d'Israël et de la Palestine qu'il n'y a pas sur le continent africain des dégâts humains colossaux liés aux conflits armés. Cela étant dit, il y a des investisseurs en Inde, en Chine, en Turquie, aux États-Unis, et j'en passe, qui ont investi ces dernières années plus qu'ils n'ont investi les 20 années passées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ne font pas par gentillesse, ils le font parce qu'ils ont constaté qu'il y avait sur le continent africain. Donc oui, le continent africain avance. Il y a une conviction que je voudrais vous partager, c'est que l'Afrique, on dit souvent que l'Afrique est pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Tu l'as dit. L'Afrique a des ressources naturelles et humaines absolument colossales. Mais l'Afrique a un très grand défi, c'est que ces dernières années, elle a exporté tout ce qu'elle extrayait. Maintenant, le défi, c'est comment elle va transformer ce qu'elle extrait de son propre sol pour construire sa propre croissance et qu'elle bénéficie autant aux Africains et aux Africaines pour éviter les crises migratoires que nous voyons tous et toutes arriver. Donc moi je pense que j'étais il y a une semaine en Chine justement avec le prix Nobel de l'économie James Robinson qui disait qu'il y a une chose fondamentale à créer quand on veut penser à l'avenir, c'est la confiance. Et l'un des sujets les plus essentiels pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de créer de la confiance politique, de la confiance dans le leadership économique, de la confiance dans la stabilité des structures, parce qu'aucun investisseur ne va aller sur un continent s'il n'est pas certain que ça peut fonctionner. Donc l'Afrique avance, certaines régions regardent l'Afrique, d'autres régions s'en retirent alors même qu'elles gagnent de l'argent sur ce continent, alors même qu'elles constatent tout ce qu'il peut y avoir à y faire, mais les biais, les préjugés et les stéréotypes nous font encore croire que l'Afrique avance et que le monde regarde ailleurs. Merci. Vous avez donc parlé de la richesse de l'Afrique, de sa richesse, mais aussi du fait qu'elles doivent travailler sur sa bonne gouvernance pour, au-delà de ces richesses, savoir les transformer, ne pas se contenter d'être le pourvoyeur de matières premières, mais de la transformer pour créer de la valeur sur le continent. Je vais maintenant me tourner vers votre collègue ministre, Monsieur Ludovic Ngassé, qui est ministre de l'économie, du plan, de la statistique et de la prospective de la République du Congo. Expert comptable, docteur en sciences de gestion, il a aussi une longue expérience du secteur privé, notamment chez Ernst & Young, avant d'entrer au gouvernement. Monsieur le ministre, on a parlé déjà beaucoup des ressources incroyables de notre continent et en particulier du Congo. Malgré cette richesse et le fait que on a parlé de 5,5 dans votre pays, mais ailleurs, en Afrique subsaharienne, la croissance, en tout cas donnée par le FMI en 2025, était déjà de 4,5 pour l'Afrique subsaharienne, ce qui est énorme. Pourquoi ce paradoxe ? Pourquoi il est encore difficile, malgré cette richesse, d'avoir des financements pour le développement de l'Afrique ? Merci beaucoup. Je remercie tous mes collègues qui sont intervenus avant, le professeur de Boissieu, Madame la ministre, qui ont rappelé donc ces paradoxes de l'Afrique, à savoir une vitalité démographique incroyable, donc 1,5 milliard d'habitants, 60% de jeunes qui sont prêts à apporter au monde. Il y a ces richesses colossales du sous-sol. On peut citer la biodiversité, c'est 25% de la biodiversité mondiale, c'est 20% des terres mondiales, mais 65% des terres arables disponibles. L'Afrique, c'est 30% des terres rares derrière lesquelles tous les pays courent aujourd'hui pour développer l'économie de demain. En termes de ressources minières, qui sont les plus importantes, 80% platine, 50% de cobalt, ainsi de suite. Bref, l'Afrique est dotée de potentialités incroyables. L'Afrique, c'est aussi la croissance, vous avez parlé. Si vous prenez les 20 premières économies, on a 9 sur 20 des économies qui ont la plus forte croissance au monde qui sont en Afrique. L'Afrique, c'est tout ce que le reste du monde attend.
Mais pourtant, malgré donc cette jeunesse, malgré la croissance, malgré les richesses du sous-sol, nous sommes encore peinés à financer notre développement. Et comment, comme vous l'avez dit, passer donc à une autre étape qui nous permet de mieux mobiliser nos ressources et donc d'avoir des moyens pour financer le développement. Premièrement, il faut que nous transformons l'essentiel de nos matières premières sur place pour internaliser donc la valeur ajoutée. Ce que nous faisons aujourd'hui fait que nous sommes les dindons de la farce puisqu'on extrait la richesse et elle est transformée ailleurs. Donc la richesse est créée ailleurs et donc on aura toujours besoin pour construire une Afrique dynamique, les infrastructures, à trouver à manger à nos enfants et bâtir des économies dynamiques. Deuxième chose, l'Afrique est toujours perçue aujourd'hui comme une zone où la gouvernance, la transparence sont très faibles. Donc nous devons assurer une transformation structurelle et réelle de nos économies en y bâtissant des économies où la diversification a lieu, où la transparence a lieu, où la corruption est maîtrisée. Comment cela peut se faire? Mais c'est par la digitalisation, c'est par l'utilisation de nouvelles technologies. Nous devons aussi bâtir des marchés. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin chaque année de 1430 milliards selon les études de la Banque africaine de développement pour assurer son développement. Mais il nous manque environ 110 à 130 milliards pour les infrastructures seulement. Mais en même temps, la même Banque africaine de développement nous dit que l'Afrique a des financements oisifs de l'ordre de 4 000 milliards, c'est-à-dire de l'argent qui dort dans les fonds de pension, dans les banques, dans les poches des gens. Bref, c'est 4 000 milliards. Comment faire que cet argent, plutôt que de dormir dans les poches, vienne financer le développement? Il nous faut donc améliorer, créer une nouvelle architecture financière africaine qui permette de mieux mobiliser l'épargne africaine de manière à ce que cette épargne finance notre développement. Voilà. Et donc, l'Afrique a des défis. L'Afrique doit être mieux vue. Probablement que si je reviens sur le thème en fait, le monde regarde ailleurs. Moi, je dirais les anciens pays regardent ailleurs, dans l'Europe, les États-Unis, parce que l'angle d'analyse de l'Afrique n'a pas suffisamment évolué. On est sur des stéréotypes, on est sur des choses qui aujourd'hui sont moins utiles. Le type de régime, est-ce qu'il est démocratique, est-ce qu'il n'est pas? Alors que le reste du monde, quand vous prenez la part de ce que les Chinois, les gens du Moyen-Orient, je dirais, les pays arabes, la Turquie, le Brésil font en Afrique, c'est incroyable. Voilà. C'est-à-dire que la France et l'Europe ont accompagné l'Afrique pendant des années. Mais au moment où l'Afrique est en train de décoller, ils tournent leur regard ailleurs et d'autres profitent. C'est vraiment ça. Et c'est pourquoi? Parce que les outils d'analyse de l'Europe sont restés assez finalement hyper prudents, qui font qu'ils ne voient que très souvent ce qui est mauvais, alors que, on vous l'a dit, la croissance est l'une des plus fortes au monde. Les transformations structurelles ont lieu en Afrique. Est-ce que vous savez que le transfert d'argent par le téléphone a été inventé en Afrique? Ça, on ne le sait pas assez ici en Europe. Bref, on y reviendra. Pardonnez-moi, monsieur le ministre. On y reviendra. Vous avez été très éloquent sur la manière dont on doit trouver des solutions, notamment sur la digitalisation. Vous avez également parlé de transformation de matières premières. Je vous remercie. On reviendra à vos propos. Je me retourne maintenant vers Adja Idrissa Ba, qui nous vient tout droit, vraiment tout droit de Guinée. Elle vient d'atterrir et nous vous remercions. Alors, vous êtes l'ancienne patronne d'Impact Jeunesse, que vous avez d'ailleurs fondée. Vous en êtes toujours la présidente fondatrice. Vous êtes une militante engagée de longue date pour les droits des femmes, des enfants également, des jeunes. Et vous incarnez, j'ai envie de dire, cette nouvelle génération de femmes politiques dans votre pays, puisque vous venez d'être tout nouvellement députée en Guinée. Merci beaucoup d'être là. Alors, vous avez souhaité nous parler de ce qu'on appelle, on en entend beaucoup parler, de ce qu'on appelle Cimando 2040, qui est un projet sur 15 ans, un projet qui est censé développer la transformation locale et plus encore. Qu'est-ce que ce projet peut apporter à la jeunesse guinéenne ? Merci beaucoup. Alors, je suis très contente de prendre la parole après mes prédécesseurs. Et parlant du développement en Afrique et surtout de la thématique,
Moi, j'ai choisi de parler de Simandou 2040 parce que c'est le projet phare du pays d'où je viens. Alors, Simandou 2040, c'est non seulement un projet, c'est aussi un programme. Et s'il s'agit du projet, c'est un gisement de fer, c'est l'un des plus grands gisements de fer du monde aujourd'hui. Je vais vous donner les chiffres. Et sa teneur, c'est à peu près 65,8% de fer, avec une capacité de production de 120 millions de tonnes de fer par an. Et donc, il y a beaucoup de programmes au sein du projet. Donc, il va falloir faire la différence un peu entre le projet et le programme. Donc, le projet, c'est la mine et les rails, mais aussi le port, qui est le port de Moribaya. Et ensuite, une raffinerie qui va être construite très bientôt. Et le programme, c'est la vision, donc c'est le plan national, c'est le plan de développement national. Donc, ce qui était en train d'être dit tout à l'heure, nous, on a déjà commencé à pratiquer cela à travers le programme Simandou. Et aujourd'hui, nous partons sur 15 ans, donc ça a déjà commencé. Et l'avantage au niveau des jeunes, je reviens sur la question parce que on dira que Simandou 2040 a réussi lorsqu'un jeune du dernier village de Guinée dira que vraiment Simandou 2040 a changé sa vie. Donc un jeune de l'Abbé dira oui, le programme Simandou a changé ma vie parce que j'ai réussi à avoir le diplôme qu'il me fallait, parce que j'ai réussi à avoir les soins où il faut. Et c'est à ce moment-là que nous, jeunes, on se dira que oui, on a quand même bénéficié de ce programme. Et quand je parle toujours du programme, c'est que le programme est subdivisé en plusieurs piliers. Donc, il y a un pilier qui parle de l'agriculture, un autre qui parle de l'éducation, un autre qui parle de l'économie, des finances. Donc, en tout cas, tous les piliers de développement d'un pays sont vraiment subdivisés avec des programmes et des projets, aussi des réformes au niveau de chaque pilier. Et quand je prends l'exemple du pilier de l'éducation, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est la clé, hein, d'ailleurs c'est ce qui tourne le plus vers nous les jeunes, on en a besoin, il y a des écoles qui doivent être construites, il y a des universités qui doivent être modernisées par rapport aux besoins sur le terrain. Si on commence déjà à travailler sur le programme et qu'il n'y ait pas de main d'œuvre, c'est que les universités ne répondent pas forcément à ce besoin-là. Donc il y a le programme qui a prévu ça, et dans le programme au niveau du pilier éducation, il y a Simandou Academy, et au niveau de Simandou Academy, il y a le Prytanée militaire qui est construit depuis 2023, qui a commencé, et plus de 100 et quelques jeunes sont inscrits, et cette année d'ailleurs, certains d'entre eux ont passé le BEPC en tant que vraiment jeunes bien formés au niveau du Prytanée. Vous imaginez, il y a aussi des bourses qui sont offertes aux jeunes, mais il y a aussi une orientation. Donc les universités commencent déjà à penser à comment orienter les étudiants en fonction du besoin de toutes ces institutions minières, ces sociétés minières qui viennent s'installer dans le pays pour exploiter le gisement. Et dernièrement, le président de la République a demandé à ce que la raffinerie puisse officiellement commencer à fonctionner, parce qu'on n'accepte pas que ce gisement soit exploité, que ça soit ramené dans d'autres pays et que la matière première, que nous ayons juste la matière première, que ça ne soit pas transformé chez nous. Donc vous imaginez un peu ce que tout ça veut dire, mais on a aussi pensé au niveau du programme, c'est qu'il y a aussi le financement périn qui est pensé, c'est-à-dire qu'au niveau du secteur de l'éducation, au moins 20% des taxes, c'est-à-dire des revenus, des taxes qui vont être reçus par l'État, iront dans le cadre de l'éducation. Donc tout ça, qui va bénéficier? C'est les jeunes qui vont bénéficier de tout ça. Et donc, moi, je vais prendre l'exemple sur moi. Je suis la plus jeune députée de l'Assemblée nationale, j'ai 26 ans. Et nous avons décidé, nous les jeunes, de ne pas nous laisser, comme on appelle, servir les fruits, mais on a décidé de partir là-bas et de observer, regarder ce qui se passe, et surtout réclamer notre place autour de la table. Donc les jeunes y sont, les jeunes demandent leurs droits, les jeunes veulent que leurs droits soient respectés sur toutes ces formes, l'éducation, la santé, l'emploi. Donc il y a une forte demande, et nous, en tant que députés jeunes à l'Assemblée nationale, nous y veillerons afin que les politiques publiques puissent respecter ces engagements. Merci beaucoup, merci aussi. Merci.
Merci aussi d'avoir fait la distinction entre le projet Simandou et aussi le programme Simandou. Peut-être aussi que s'il réussit, Simandou pourrait être répliqué ailleurs en Afrique. Ça va inspirer, je pense, votre collègue ministre à côté de vous. Voilà. Alors, je vais vous présenter Stanislas Tomavo, qui préside le conseil d'administration de l'Agence pour la recherche et l'innovation, l'ABRI. Il porte donc un sujet essentiel pour notre débat, la capacité du continent à produire ses propres savoirs, ses innovations, mais également ses solutions. Alors, on a entendu parler de l'Afrique qui ne va pas, des crises, des déficits, des problèmes. Vous avez choisi de nous parler d'une autre Afrique, celle de votre pays, au Bénin. Qu'est-ce que vous faites si différemment et pourquoi c'est important? Merci, madame. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont parlé avant moi et qui ont planté le décor et qui ont si brillamment parlé de l'Afrique. Et je suppose que vous avez tous compris qu'en réalité, l'Afrique est un continent divers. Et donc, il y a plusieurs Afriques en réalité. Et donc, parler globalement de l'Afrique, on peut sous-estimer une partie, comme on peut surestimer aussi une partie. Moi, je vais vous parler principalement de ce que je connais le mieux, qui est le Bénin, mon pays natal. Et au-delà de toutes les considérations et les indicateurs, je peux vous dire que le Bénin est un pays qui se regarde et qui est regardé. Pour être spécifique, on parle de 4,5% de taux de croissance économique dans certains pays. Le Bénin, depuis 3 ans, c'est autour de 7% et au-delà de 7%. Et pour 2026, l'estimation est à 7,5% de taux de croissance. Moi, j'ai quitté le Bénin il y a plus d'une trentaine d'années. Le pays comptait 2 millions d'habitants. Je suis retourné après toutes mes périples. Je ne veux pas parler trop de moi, puisque je suis là pour parler de mon pays, n'est-ce pas? Mais à mon retour, le pays est à 15 millions d'habitants. Je l'ai quitté à 2 millions et le pays à 15 millions. Je vais peut-être voir de mon vivant le pays dépasser la France en termes de population. Parce que 15 millions, c'est déjà plus que la Belgique, la Suisse, le Portugal. Et donc, ça veut dire qu'en termes de marché, nous avons de quoi être comparés avec la Belgique, la Suisse et autres, et nous n'avons pas de complexe avec ça. D'accord? Ce qui a été mis en place, ce sont des réformes structurelles très importantes depuis 10 ans. Et je dirais que mon pays est un laboratoire, un grand laboratoire à ciel ouvert. Et qui dit laboratoire, je m'y connais, j'ai passé 35 ans au CNRS. Et donc, des expériences pilotes, des petits laboratoires avec des pipettes autres, je suis retourné dans un pays où la problématique, c'est de très grands laboratoires à ciel ouvert, où, avec ces réformes structurelles et institutionnelles, une zone industrielle, par exemple, qu'on appelle la zone industrielle de Glodjibé. Regardez sur Google, vous verrez, c'est écrit GDIZ. 10 000 hectares de terrain ont été pris à 40 km de la capitale. 1600 ont été déjà construits en l'espace de 3-4 ans. Il y a 36 usines, 36 laboratoires qui ont été déjà construits sur ce domaine et qui est le fruit d'un partenariat public-privé. Qui dit privé, ça veut dire que le monde a regardé le Bénin et a ramené des investissements là-dedans. Et des investissements conséquents au point où la problématique, l'objectif que nous poursuivons dans le pays, c'est de ne plus envoyer nos matières premières, nos ressources locales à l'étranger. Puisque ces matières premières et ces ressources, les prix sont fixés à l'extérieur, nous reviennent
transformer à des prix plus chers pour nous-mêmes. Et donc l'idée, c'est de faire de la transformation locale de nos ressources agricoles, de nos ressources premières, notre richesse, quitte à ce que nous les importions, mais principalement aussi subvenir à nos besoins propres dans le pays. La richesse du Bénin, numéro 1, c'est le coton. C'est le premier producteur africain du coton, parfois deuxième, comme ma voisine le dit. Mais cette année, avec une bonne saison des pluies, nous sommes le premier. Le Mali, de temps en temps, nous dame les pions, comme on dit. Mais nous cessons d'être tout le temps le premier. Et conclusion, notre coton a toujours été envoyé à l'étranger. Et depuis un certain temps, nous avons construit l'usine de transformation du coton et nos t-shirts, nos polos, vous pouvez les trouver à Kiabi, vous pouvez les trouver à H&M. Et nous sommes fiers d'habiller plusieurs équipes de Coupe du Monde de football. Au-delà du coton, nous avons l'acajou, nous avons l'ananas, nous avons le soja. Donc nos matières premières, nous les transformons sur place. Plus de 10 000 emplois ont été créés en quelques années et des revenus qui dépassent le $1 milliard sont déjà rentrés dans le pays, ne serait-ce que par cette zone. Vous pouvez imaginer tous les emplois indirects et toute la transformation qu'il y a eu autour des localités qu'il y a autour de cette zone. Ça, c'est l'un des exemples concrets que je souhaite partager avec vous et qui découle d'une volonté politique et de cadres compétents qui sont rentrés de l'extérieur et qui permettent au pays de mettre en place les réformes structurelles qui vont permettre de nous enrichir et de développer notre pays. Si je n'ai plus le temps, je vais m'arrêter là et je reprendrai la parole pour donner d'autres exemples que j'ai sur le Bénin pour vous montrer que non seulement l'Afrique avance, nos pays avancent, le Bénin aussi avance. Merci beaucoup, merci. Merci d'avoir mis en lumière la GDIZ dont je rêve, rien qu'en entendre parler. Merci aussi pour les précisions sur toutes vos réformes structurelles que vous entreprenez depuis déjà une dizaine d'années au Bénin. Je vais me retourner maintenant vers Elisabeth Moreno. J'aimerais, s'il vous plaît, que dans un premier temps, vous réagissiez rapidement, 30 secondes, à ce que vous avez entendu, parce que je suis sûre que ça vous a interpellé. Ah oui. Et également, j'aimerais aussi que vous nous parliez d'un de vos chevaux de bataille, la jeunesse, dont Adja a parlé. Et je sais que ça touche aussi Monsieur le ministre et Monsieur Stanislas Tomavo. Alors, le triptyque qui vous tient si à cœur, femmes, diaspora et jeunesse, comment peuvent-ils être catalyseurs du développement en Afrique? Merci beaucoup, René. Et oui, évidemment, je voudrais commencer par réagir en vous disant que, en fait, quand on écoute les différents exemples qui nous ont été cités ici tout à l'heure, on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a encore un regard tellement biaisé sur le continent africain. J'entends parfois dire que l'Afrique ne se développe pas suffisamment vite. Mais je ne connais aucun continent sur la planète qui se soit développé sans capitaux. Et finalement, quand on pense au fait qu'il y a à peu près 5 milliards qui sont investis sur l'un des continents qui a le plus fort potentiel de développement, on peut se poser la question parce que comparativement, si on prend l'Europe, les investissements sont de 156 milliards. Donc vous avez un continent qui a dépassé le 1,4 milliard d'habitants sur lequel on investit 5 milliards et vous avez un autre continent sur lequel, et dont les destins sont liés d'ailleurs, hein, il faut le reconnaître, où vous avez 156 milliards. Je fais ce comparatif pas pour dire qu'il ne faut pas investir en Europe, évidemment qu'il faut continuer de construire et de développer l'Europe, mais c'est pour dire que deux continents qui sont si proches géographiquement et qui ont des histoires autant reliées ne peuvent pas fermer les yeux l'un sur l'autre et ne pas vouloir travailler l'un avec l'autre. Et puis, l'autre réaction que je voudrais avoir, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça me paraît fondamental, c'est que si l'Afrique ne s'unit pas, oui, l'Afrique, c'est 54 pays, mais l'Europe n'a jamais
ne s'est jamais autant développée que quand elle s'est unie. Et si ces 54 pays ne capitalisent pas sur les richesses dont elles disposent, que vous soyez en Afrique du Sud, en Angola, au Congo, au Cap-Vert, bon d'accord, c'est petit le Cap-Vert, mais ou alors d'autres pays du monde, en fait, d'autres pays du continent, on n'y arrivera pas. Donc la zone de libre-échange, c'est une bonne chose sur le papier. Si on ne la fait, voilà, la ZLECAf, si on ne la fait pas prospérer et si on ne construit pas des infrastructures plus solides pour qu'à l'intérieur du continent, il y ait davantage de développement, on n'y arrivera pas. Merci René de m'avoir posé cette question sur cet autre sujet qui me tient à cœur, les capitaux humains. Moi, j'ai la chance de présider Ring Africa depuis 2 ans et Ring Capital aussi. Nous investissons sur tous les enjeux du 21e siècle. Les enjeux de transition climatique, énergétique, de santé, d'éducation, de traitement d'eau, de traitement de déchets, bref, tout ce qui fait que les êtres humains peuvent vivre sur une planète qui a besoin aussi de vivre et de souffler et de respirer. Mais on n'investit pas sur les projets, on n'investit pas sur les idées. On investit sur les femmes et sur les hommes et sur les jeunes et sur les seniors qui portent ces projets. Or, il faut le reconnaître, et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Adja, en fait, le continent africain a l'une des populations actives les plus dynamiques, avec un âge médian qui oscille entre 18 et 19 ans, une jeunesse qui est de plus en plus éduquée, de plus en plus formée, de plus en plus connectée au monde, une diaspora qui a de plus en plus, comme vous, cher monsieur, envie de retourner sur le continent pour apporter son savoir-faire, son expertise, et puis des femmes. 50% de la population africaine est féminine. Le continent africain a 24% de taux d'entrepreneuriat féminin. Et pour autant, les femmes sont pauvres. Pour autant, elles subissent encore des discriminations qui les empêchent de déployer tout leur talent et tout le savoir-faire. Et je peux imaginer tout le travail qu'il a fallu à quelqu'un comme Adja pour prendre la place qu'elle a. D'ailleurs, vous ne l'avez pas applaudie quand elle était la plus jeune. Elle a dit qu'elle était la plus jeune députée. Mais vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Donc cette jeunesse, elle a envie de participer à la construction de l'Afrique 3.0. Elle a envie de donner, elle a envie de créer, d'innover. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, il y a des solutions qui se créent sur le continent aujourd'hui, comme le mobile money, qui sont nées dans le Sud parce qu'elles répondent à des problématiques qui sont dans le Sud. Et ce n'est pas le Crédit Agricole ou la BNP qui aurait pu créer le mobile money, tout simplement parce qu'il y a un héritage qui est beaucoup plus difficile à abandonner pour s'intéresser à des sujets qu'on ne connaît pas. Et les solutions qui naissent aujourd'hui sur le continent vont servir au Nord. C'est-à-dire que pendant un certain nombre d'années, les solutions sont parties du Nord vers le Sud. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de solutions qui viennent du Sud vers le Nord parce que les sujets de transition climatique, de manque d'eau potable, de périodes comme celle qu'on est en train de vivre, celle-ci. L'Afrique, elle les vit depuis des décennies. Moi, je suis née sur un continent sur lequel le réchauffement climatique a commencé en 1947. Presque la moitié de la population capverdienne a été décimée par la faim parce que nous n'avons pas eu d'eau potable. Vous imaginez, nous sommes 69 millions en France, si 50% de la population venait à disparaître parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Donc, comptons sur les pays qui sont confrontés à des enjeux colossaux. On a dit pendant la Covid, et je m'en arrête là, on a dit pendant la Covid que le continent africain allait être décimé. Mais que nenni! Mais non! Parce que le continent africain a été confronté à tellement de crises sanitaires qu'il a appris à résister avec ses plantes médicinales, avec 1001 solutions qu'en Europe, à la faveur de certains développements techniques et technologiques, nous avons abandonnés. Donc la meilleure chose à faire, c'est de compter sur notre jeunesse. La deuxième, c'est de nous rendre compte de tout le talent, la résilience, le courage des femmes. Et la troisième, c'est de nous dire que l'Afrique ne se développera pas pays par pays, mais continent, de manière intercontinentale, et que l'Europe et l'Afrique ont besoin l'un de l'autre pour avancer, parce que face à la Chine et face aux États-Unis, on n'y arrivera pas autrement. Merci. Alors,
Même punition pour Monsieur le ministre, brièvement, si vous pouvez être un meilleur élève qu'Elisabeth. Donc, juste en 30 secondes, votre réaction sur ce que vous avez entendu. Et ensuite, une question spécialement à votre endroit, puisque vous avez accueilli assez récemment, entre le 24 mai, je crois, ou le 25 mai, le 29 mai, à Brazzaville, et accueilli avec succès, avec brio, ce qu'on appelle l'Assemblée annuelle de la Banque africaine du développement, la BAD. C'était d'ailleurs particulier, puisque c'était la première fois que c'était à la tête du Mauritanien Sidi Ould Tag, donc c'était particulier. Sans revenir sur le succès de cette assemblée, juste me dire qu'est-ce que ça a changé, en fait, pour le Congo et pour son financement, et plus largement pour la capacité de l'Afrique à financer sa propre transformation. Les assemblées annuelles de la BAD ont été un grand moment. C'est comme une espèce de Davos africain, mais appuyé par tous les grands financiers mondiaux, à commencer par le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BAD elle-même, et tous les financiers des banques multilatérales du reste du monde. Ces assemblées ont été un moment, je disais, vraiment de réflexion sur la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement de l'Afrique. En effet, vous avez fait état de l'arrivée d'un nouveau président de la BAD depuis l'année dernière, à savoir le président Oudeta, qui a régénéré la stratégie, à savoir ce qu'il appelle les 4 points cardinaux, mais en réalité qui se résume à comptons sur nos propres forces et d'abord mobilisons nos propres moyens pour financer notre développement. Je vous ai dit concrètement, qu'est-ce que ça a apporté sur la capacité de l'Afrique à financer sa propre transformation, s'il vous plaît? C'est déjà la mise en œuvre d'une nouvelle architecture financière de développement africaine qui s'appuie sur la mobilisation de l'épargne africaine, à commencer par les fonds des compagnies d'assurance, les fonds de pension, les épargnes disponibles dans les banques, de structurer au niveau de chaque pays des institutions qui permettent de driver ces fonds vers le financement du gap de développement de l'Afrique. C'est vraiment ça qui a été obtenu. D'ailleurs, décidé en haut lieu par les chefs d'État du continent dans un sommet à Addis Abeba en février 2025. Pour ce qui est du Congo, j'essaie d'embrayer par rapport à ce que ma collègue ici vient de dire. Le Congo est en train de mettre en place un programme de développement stratégique à long terme, Congo 2063, et un PND, c'est-à-dire un plan national de développement 2027-2031. Ce plan prévoit justement la diversification de l'économie, mais qui s'appuie sur la transformation locale de nos richesses naturelles et tout ce qu'on a dit sur les transformations structurelles, donc digitalisation, développement des marchés financiers et autres. Alors, nous avons pu, lors de ces assises, démontrer la capacité du Congo à abriter des grands événements. Ça a été une réussite. Je ne le dis pas parce que je suis le ministre de l'économie et du plan qui était à l'organisation, mais vous pouvez aller dans les sites voir comment ça a été fait. C'est tout simplement incroyable. Nous avons des hôtels de grands noms. Nous avons des centres de conférences qui n'ont rien à envier avec ce qui se passe ailleurs, et je dirais dans le reste du monde. Et nous avons là démontré que nous pouvons accueillir les investissements nécessaires sur l'énergie. Je vous ai dit notre capacité à produire 20 gigawatts, on produit actuellement qu'environ 2, et on peut produire rapidement 5. Nous sommes dans le bassin du Congo, avec le fleuve Congo, et c'est ce qu'on appelle les coudes. On peut produire beaucoup d'électricité et vendre en Afrique et ailleurs. Nous sommes au centre de l'Afrique. Madame a parlé de la ZLECAf. La ZLECAf ne se fera pas si nous ne mettons pas en place les infrastructures nécessaires, qu'elles soient de transport, énergétique et digital. C'est ça le pari de l'Afrique de demain, à savoir mobiliser ses fonds, financer son développement et, bien sûr, attendre quelque chose du reste du monde pour faire ça ensemble. Ce que nous attendons, c'est des projets, c'est du gagnant-gagnant, c'est vraiment le co-développement, c'est pas de l'aide. Je pense que plus personne n'a de l'argent pour donner. Donc, on attend de l'investissement et développer le business pour qu'il profite à tous, pour que l'Afrique soit celle que nous rêvons, à savoir une Afrique debout, qui participe au bien-être du monde entier. Voilà ce qui a été le résultat des assemblées que nous venons d'avoir à Brazzaville, qui ont été un très, très, très haut moment de l'Afrique, parce que pour une fois, on a fait des choses vraiment de manière sérieuse. Et lisez les... On leur a compris, c'est un franc succès, on est d'accord. Alors, Adja Idrissa, alors,
rapidement, en 30 secondes, j'espère que vous serez une bonne élève. En 30 secondes, vos réactions à tout ce qui a été dit. Et puis, surtout, j'ai envie de revenir sur la question du financement qui nous intéresse tous. En quoi Simandou 2040 peut véritablement être un succès pour le financement? Je sais que vous avez ce qu'on appelle chez vous le projet de fonds souverains, alors alimenté notamment par les ressources naturelles de chez vous, cajou, etc. Peut-il constituer une réponse solide? Et est-ce qu'il faudra sinon compter encore sur l'endettement, encore sur les financements extérieurs? Voilà. Très bonne question, merci beaucoup. Alors, chronométré. C'est devant moi. Très bien. Rapidement, nous avons dans le programme Simandou, c'est prévu le fonds souverain. Donc, le fonds souverain, c'est, comme vous l'entendez, hein, c'est au niveau des revenus que Simandou va apporter à l'État. Il y aura une partie qui va être allouée au fonds souverain. Donc, le pays a décidé de ne pas tout dépenser, c'est-à-dire de laisser un fonds qui est là, épargne, pour que l'on puisse utiliser ça pour d'autres projets. Donc, on a la chance, à travers la notation SP, d'avoir ETB+. Donc, cette notation va nous permettre d'être beaucoup plus crédibles sur le plan international, donc aller chercher des capitaux. Et en plus du fonds souverain, parce que quand on a un fonds souverain, et en plus de la notation, on a la crédibilité, et d'aller chercher n'importe quel capital, que ce soit financier ou encore lié aux infrastructures. Si on a des gros projets, on peut faire confiance à la Guinée à partir de maintenant. Ça, je vous le dis, c'est déjà acté. Et ça, c'est déjà un atout. Et en plus de ça, c'est que ça va nous permettre de décider chez nous, pour nous. Donc, c'est ça la souveraineté économique que nous avons déjà. Alors, merci infiniment. Rapidement, déjà, votre réaction à tout ce qui a été dit, Stanislas Tomavo. Oui, merci, madame. Moi, je voudrais revenir sur un point précis qui est la qualité du capital humain. Effectivement, il y a les infrastructures, le taux de croissance et tout ça. Mais avec la démographie galopante, par exemple, sur les 15 millions d'habitants au Bénin, 60%, même un peu plus que 60%, ont moins de 30 ans. Et cette jeunesse est avide de savoir, réussir sa vie. Et je ne voudrais pas que la population ici ait peur d'être envahie par l'Afrique qui galope en termes de population. Au contraire, nous, notre ambition, c'est de garder notre jeunesse dans le pays. Et cela passe par ce que nous leur offrons en termes de formation et de capacité d'insertion professionnelle. Et donc, quand on parle de la zone industrielle de Glodjibé, la GDIZ, c'est une manière de pouvoir donner de l'emploi à notre jeunesse. Mais au-delà de ça, nous avons des réformes très importantes au niveau de l'enseignement pour éviter que les jeunes, comme quand j'y étais, soient obligés forcément d'aller en France ou aux États-Unis pour faire leurs études. Nous voulons leur offrir sur place la formation qu'il faut et la formation la plus adaptée, quitte à ce que les compétences, nous les fassions venir dans le pays pour les former sur place. Et donc, depuis quelques années, nous n'envisageons plus tellement de vous envoyer trop nos jeunes. Finalement, nous voulons les garder. Et pour cela, nous avons mis en place un certain nombre, créé des écoles. Et nous misons beaucoup sur la formation Bac+3, Bac+4, pas forcément former des docteurs comme nous autres qui vont faire beaucoup de théorie. En réalité, nous avons besoin de cadres formés, compétents, qui vont, à la fin de leur formation, on va leur procurer les moyens de pouvoir créer leur propre entreprise et créer des emplois. Et le pays en a besoin énormément pour soutenir le développement et nous focalisons beaucoup sur ça. Et nous avons créé une agence, par exemple, sur le téléenseignement. Parce qu'avec cette démographie galopante, dans 4 ans, le nombre d'étudiants que nous avons dans nos universités, le nombre de bacheliers va doubler de 10 000 à 20 000 tous les ans. Ça implique que nous ayons des infrastructures et recruter des enseignants au même rythme, ce qui est difficile à avoir. Et donc, ce que nous implémentons, c'est sur le plan national de créer des universités numériques
de manière à ce qu'un professeur qui est dans son bureau, il enseigne dans plusieurs universités en même temps, quitte à ce que ces enseignants viennent de l'étranger. C'est-à-dire qu'un professeur qui est à Paris-Sorbonne, et ça nous l'expérimentons déjà, ils vont pouvoir, nous avons d'ailleurs contractualisé avec Paris-Sorbonne récemment, et ce qui nous amène à former nos cadres sur place et de manière à ce que ces cadres-là puissent s'insérer sur le plan professionnel dans le pays. Je voudrais rajouter ça au débat. Merci énormément. Merci. Il nous reste 5 petites minutes si vous avez des questions dans la salle. Alors, quand je dis questions, c'est évidemment pas de commentaires, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Des vraies questions, brèves et concrètes. Madame. Merci, est-ce que c'est mieux comme ça? On a beaucoup parlé de la collaboration Nord-Sud. Moi, je voulais changer sur la collaboration Sud-Sud et notamment au travers des différents pays d'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets justement de cette collaboration-là? On parlait du SLECAF par exemple tout à l'heure. Est-ce que vous aurez peut-être des exemples de réussite à nous partager pour valoriser justement cette collaboration qui se met en place au sein des différents pays d'Afrique? Merci. C'est une question qui s'adresse à Monsieur le ministre, à Madame Moreno et Monsieur Stanislas. Oui, Qui veut répondre? Merci beaucoup. Rapidement. Oui, c'est vrai que cela est beaucoup plus difficile aujourd'hui par manque des infrastructures. Plus vrai dans la zone francophone du centre que partout ailleurs en Afrique où il y a carrément des communautés économiques qui fonctionnent très bien. Je parle de la communauté ouest africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, du Sud, mais c'est la CEMAC qui a un petit problème parce que nous sommes situés dans une grande zone forestière où il y a très peu d'infrastructures et justement les assemblées de là-bas ont mis l'accent sur ça pour aider cette communauté à bâtir les infrastructures qui permettent le commerce et notamment relier l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest et du Sud, en passant par les deux Congos, notamment le pont sur le fleuve Congo qui fait plus d'1 kilomètre et qui sera vraiment le moyen nécessaire, le moyen utile pour bâtir ça, sans compter les autres infrastructures. Mais il y a une grande coopération entre nos pays. Je parlais tout à l'heure de Simandou 2040. Le Congo est en train de construire Congo 2063. On s'est inspiré énormément de ce qui a été fait en Guinée. Et j'ai reçu le ministre guinéen de l'économie et du développement, avec lequel on a travaillé, on a échangé les équipes, les consultants. Bref, il y a beaucoup de choses qui se font en Afrique. Et au niveau des communautés, on travaille énormément. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On n'a pas assez de temps, merci. Merci infiniment. Elisabeth Moreno. Et très vite, je sais René qu'il faut aller vite. 2 choses, je vais parler du leadership parce que pour moi c'est un sujet fondamental pour le développement du continent. Monsieur l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on arrive à former notre jeunesse sur le continent. Je veux vous parler de l'African Leadership Academy qui a été créée en Afrique du Sud et qui développe le leadership de demain sur le continent sans que les gens qui en plus n'ont pas toujours le moyen viennent en Europe ou aillent aux États-Unis, etc. Donc pour moi, le partage de connaissances, le partage d'apprentissage, etc., c'est un très bel exemple. Et le deuxième, c'est du business pur et dur. Sur les différentes startups que nous accompagnons chez Ring Capital, en fait, on est allé voir dans les pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte, comme le Kenya, comme le Nigeria, où le tissu économique est très développé. On est allé voir les modèles de start-up qui fonctionnaient le mieux et on les a ramenés en Afrique francophone et on déploie ces mêmes modèles avec l'idée de créer non seulement du commerce entre les régions francophones, lusophones et anglophones, mais aussi de permettre peut-être plus tard, en termes d'exit, en termes de revente de ces start-up, d'autres régions. Donc oui, ça peut marcher quand vous avez les bons interlocuteurs et quand la confiance est établie. Une dernière question rapidement. Oui. Merci. Je suis actuellement le créateur de la gouvernance par l'IA avec preuve en Europe. J'ai eu un gouvernement africain qui a compris un double message. Et vous le disiez juste titre. Excusez-moi, la question, on n'a plus qu'une minute, s'il vous plaît. Les femmes sont vraiment le pilier de l'économie africaine depuis la nuit des temps. Il suffit de parler de la tontine. Est-ce que vous placez que l'IA va être un des vecteurs principaux
de développement africain. Monsieur, votre question Ouais. est tellement bonne que je Ouais. regrette qu'elle arrive à la fin parce qu'il nous Ouais. faudrait des journées entières. Je voudrais juste vous dire que l'intelligence artificielle, et ça va répondre à votre question, l'intelligence artificielle est en train de littéralement transformer le monde. Ça n'est pas une question technique, ça n'est pas une question technologique. Je voudrais vous dire que l'intelligence artificielle n'existe que par les données. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est fabriquée avec des données américains et chinois. Donc si un outil qui va demain décider de l'infrastructure des décisions du monde ignore complètement le continent africain parce qu'il n'y a pas de jeunes, parce qu'il n'y a pas de femmes, parce qu'il n'y a pas d'hommes, parce qu'il n'y a pas Oui. de spécificité des pays, ça va être Non. un drame absolument essentiel. Et donc oui, je crois que les femmes peuvent apporter leur contribution et elles le font déjà. Monsieur, 10 secondes. Ouais, un peu plus. 10 secondes. À propos de l'intelligence artificielle et les femmes, moi, je donnerai juste un exemple. C'est-à-dire que vous savez que dans nos pays, nous avons plus beaucoup de langues. Et que ce n'est pas... Tout le monde ne parle pas le français, surtout quand on s'éloigne de nos grandes villes. Et donc, l'intelligence artificielle est en train d'être utilisée pour permettre de traduire un certain nombre de choses dans nos langues pour que les femmes qui sont... Pour tout ce qui Je est suis obligée de commerce, vous laisser. Je vous donne je donne la parole Voilà. à Monsieur Christian de Boissieu pour quelques mots de conclusion, s'il vous plaît. Christian. Écoutez, des exemples de coopération régionale, le droit des affaires, l'OADA, la commission bancaire régionale, le marché financier régional d'Abidjan. Je voudrais juste dire un mot sur la réforme monétaire dont on n'a pas parlé. Stop, j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait arrêter. C'est le moment de faire la réforme du franc CFA. C'est le moment, il y a un momentum. Et dernier point, puisque j'ai plus de temps, je ne comprends pas le comportement des banques françaises qui se retirent d'Afrique, y compris du Maroc. On a peu parlé du Maghreb. Je ne comprends pas le comportement de la Société Générale qui s'est retirée du Maroc et des pays d'Afrique de l'Ouest. Moi, je suis administrateur d'une entreprise à Abidjan qui récolte, qui rachète les banques et autres institutions qui sont cédées par les banques françaises. C'est un calcul de court terme. Or, ce qui compte, c'est la vision de long terme que sont en train de perdre un certain nombre d'opérateurs français. Je crois à l'Afrique et merci de votre attention. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Je vous demande d'applaudir comme ils le méritent nos intervenants. Merci et à très bientôt.